Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire donc en partenariat avec le CRATB Auvergne-Rhône-Alpes, l'Omedit et l'URPS Pharmacien. On s'excuse pour le petit retard dû à un souci technique. On souhaite donc relancer un cycle de webinaires avec nos partenaires de manière à vous proposer des thématiques très actuelles dans votre pratique officinale, de faire un tour des nouvelles recommandations, notamment en ce qui concerne aujourd'hui les infections urinaires masculines communautaires, avec des nouvelles recommandations. Vous savez que les recommandations évoluent plutôt vite. C'est bien d'être informé correctement de ce qui se pratique en ce moment, et puis aussi de faire attention aux éventuels pièges dû à cause notamment des différences ou de la dichotomie entre les nouvelles recommandations et le temps de latence qui peut se passer pour le remboursement. Donc le but, c'est de vous proposer des outils faciles. Vous pourrez les retrouver bien sûr sur notre plateforme YouTube et en même temps assez concis de manière à ne pas vous prendre trop de temps. Donc on va pouvoir attaquer ce webinaire tout de suite avec mes deux collègues qui vont pouvoir enchaîner. Bonjour à tous, moi c'est Ronan Lecras, je suis pharmacien au Centre régional d'antibiothérapie et donc j'ai la lourde charge de vous présenter un peu en avant-première les nouvelles recos des infections urinaires masculines communautaires qui vont sortir prochainement. Donc si on fait un peu de contexte, les recommandations actuelles qui sont utilisées encore aujourd'hui, c'est des recommandations qui datent de 2018, qui étaient une actualisation de celles de 2014. Et comme on l'a dit à l'instant, il y a des nouvelles recommandations qui devraient sortir a priori en début d'année 2026. Donc c'est en avant-première. Il y a peut-être des choses qui vont être modifiées à la marge, mais on va présenter les grandes lignes. La problématique de ces anciennes recos, c'était que toutes les infections urinaires masculines étaient a priori considérées comme des prostatites et ça nécessitait normalement 14 jours de traitement par fluoroquinolone ou Bactrim. Et on a depuis 2016 un certain nombre d'alertes de sécurité, en plus des données de résistance qui nous poussent à de moins en moins utiliser les quinolones. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'était qu'on avait une notion de cystite masculine qui est reconnue dans plusieurs recos internationales, notamment au nord de l'Europe, mais qui ne figurait pas dans ces recommandations de 2018. Donc tout ça a été mis à jour et notamment aussi avec des données d'épidémio. Donc ça, c'est des données françaises multicentriques. Juste pour rappel, approximativement 20% des hommes feront une infection urinaire pendant leur vie. C'est à mettre en perspective avec le fait que 10 à 15% des femmes ont une infection urinaire annuellement. Donc ça représente beaucoup moins de patients. L'écologie est aussi un peu différente. Alors là, c'est des antibiogrammes qui ont été pris soit dans des laboratoires, enfin, qui provenaient de CBU prélevés aux urgences, soit des OCBU communautaires. Et donc, on s'y attendait quand même pas mal d'Escherichia coli, quasiment 40%. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on a beaucoup plus d'entérocoques fécalis que dans les infections urinaires de la femme. Et le reste, ça reste des entérobactéries. Voilà. Donc, c'est surtout les entérobactéries et entérocoques fécalis qui vont nous intéresser. Donc, pour ça, on va présenter deux courts cas cliniques. Le premier, c'est un monsieur de 59 ans qui consulte son médecin généraliste parce qu'il présente depuis 48 heures une hyperthermie à 38,5, des douleurs suspubiennes, une dysurie avec des brûlures mictionnelles intenses, et on nous précise qu'il n'a pas de vomissement et pas de lombalgie. Il a comme antécédent une hypertrophie bénigne de la prostate et une épilepsie connue qui est traitée par Keppra. Ses constantes sont globalement normales et il n'a pas de globe vésical palpable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est fébrile. Donc, avant, les infections urinaires étaient c'était considéré comme des prostatites. Maintenant, on va avoir le diagnostic d'infection urinaire masculine avec donc les signes fonctionnels urinaires, et ensuite, on va avoir une dichotomie entre les non fébriles et les fébriles. Et donc là, on est dans le cas d'une infection urinaire masculine fébrile qui n'a pas de douleur lombaire, donc on considère que ce sera une prostatite. Pour rappel, quel diagnostic biologique on fait en plus de cette clinique? Pour rappel, la bandelette urinaire n'a aucun intérêt dans le diagnostic des infections urinaires masculines. Et par contre, le CBU devra être fait systématiquement. Et pour rappel, les critères d'interprétation de l'ECBU, je vous les remets, c'est ceux qui sont habituellement disponibles. Et par contre, il faut bien considérer que les signes d'infection clinique d'infection urinaire, ils priment sur ces seuils de bactériurie et qu'on ne va pas faire de CBU de contrôle une fois qu'on aura fini le traitement. Donc là, quel traitement ambulatoire on va pouvoir proposer? Donc c'est un patient qui n'a pas d'antécédent particulier de colonisation à entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Donc ces nouvelles recommandations elles vont nous dire de faire soit de la céphtriaxone, soit des fluoroquinolones en péros.
Je précise à chaque fois les ORAMM qui sont précisés. Et donc là, oui, pour ce patient, il n'a pas d'antécédent particulier, il n'a pas de contre-indication au fluoroquinolone, il n'en a pas pris dans les 6 derniers mois, il n'a pas de nausée, pas de vomissement, et on est à peu près certain de son observance, donc on va prescrire une quinolone, et là, le médecin va choisir de prescrire la lévofloxacine à posologie habituelle pendant 14 jours. On a notre CBU qui revient, donc avec les leucocytes élevés, donc on est assez confiant sur ce diagnostic. Et en plus, la culture revient positive avec des coccygrammes plus. Donc là, quelles bactéries on peut suspecter? Parmi les bactéries qu'on avait dans le diagramme du début, ça va être assez simple puisqu'il y a quasiment beaucoup de bactéries gram moins, donc ça ne va pas être une de celles-là. Et statistiquement parlant, on a plus de chances de tomber sur un entérocoque fécalis qu'un staph aureus. Et donc là, effectivement, c'est bien le cas. On tombe sur un entérocoque fécalis qui est sensible à tous les antibiotiques. Mais ce patient, il va revenir à votre officine parce qu'il tolère mal l'antibiothérapie. Il a un rage cutané sans signe de gravité qui apparaît. Et donc, on pose la question de qu'est-ce qu'on va faire pour ce patient. Il y a 3 raisons de changer son antibiothérapie, en fait. On va l'orienter vers son médecin, bien sûr. Parce qu'au vu de la documentation, il va sûrement être possible de réduire le spectre de l'antibiothérapie. On a une suspicion d'effet indésirable lié au quinolone. Donc là, pour le coup, c'est la procédure habituelle de déclaration au CRPV. Et en plus, on avait une contre-indication qui n'avait pas été relevée dès le début. C'est un patient qui est épileptique et normalement, c'est une contre-indication formelle à l'ofloxacine et à la lévofloxacine. Et par contre, c'est une précaution d'emploi pour les autres fluoroquinolones. Donc, 3 bonnes raisons de changer son antibiotique. Donc, pour rappel un peu lecture d'antibiogramme, là, donc c'est un entérocoque fécalis et pourtant on rend la sensibilité au Bactrim. Pourtant, il ne faut pas l'utiliser dans les infections urinaires, même si c'est rendu S. Donc, ça ne va pas être possible de l'utiliser. L'érythromycine, c'est pas recommandé quelle que soit l'infection urinaire. Et la nitrofurantoïne, on ne va pas la recommander pour une infection urinaire fébrile. Donc finalement, il va nous rester l'amoxicilline, et c'est ce qu'on va proposer. On va proposer de terminer par amox les 14 jours de traitement. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans les recos. Comment on modifie l'antibiothérapie après la documentation. Port préférentiel pour la plupart des bactéries, notamment les entérobactéries. On va partir sur du Bactrim ou des quinolones. Et par contre, il y a le cas particulier des pyélonéphrite et des prostatites à entérocoque, où là, pour le coup, il est préférable d'utiliser l'amoxicilline. Et si on a une contre-indication ou que l'entérocoque est résistant, c'est plutôt du linezolide ou une fluoroquinolone. Et donc lui, pour le coup, c'était assez simple parce que c'était un entérocoque fécalis Amox S, donc pas de problème, on peut continuer par amoxicilline. Une petite mise à jour aussi, on a beaucoup appris que les bêta-lactamines ne diffusaient pas bien dans la prostate. Ces recours elles reviennent un peu sur ça, ça diffuserait pas si mal que ça. Et donc l'amoxicilline peut être utilisée dans les prostatites, mais comme on le disait juste avant, ça va être seulement en cas d'entérocoque fécalis. Ensuite, je vous ai remis en rouge là, le pénicillinam et la nitrofurantoïne, mais qui ne sont pas recommandés dans les infections urinaires fébriles. La phosphomycine qui peut être utilisée, mais ça va être une dose plus élevée que d'habitude, ça va être un sachet par jour. Et bien faire attention pour la ciprofloxacine si vous l'utilisez ou si vous la voyez prescrite. Il faut bien faire attention, si c'est un PIO, il va falloir augmenter la poso. Pour quelle durée de traitement pour les infections urinaires fébriles? Donc ça a un peu changé aussi. Les recos 2017, donc c'est la colonne qui est à gauche, et les recos 2025 à droite. Donc on va un peu simplifier les choses. On va surtout partir pour les prostatites pour 14 jours de traitement, sauf si l'abcès est non drainé, mais ça va être une minorité des cas. Ça va être 14 jours. Et pour les pyélonéphrite, c'était stratifié selon le risque de complication. Maintenant, on ne se pose plus la question. On fait entre 7 et 10 jours en fonction de l'antibio qu'on a utilisé. Donc ça va être un peu raccourci. Donc ça, c'était pour les infections urinaires fébriles. Et maintenant, c'est la grande nouveauté, c'est les cystites de l'homme. Donc, on reprend un autre cas clinique. C'est un monsieur de 66 ans qui va consulter pour des brûlures mictionnelles qui évoluent depuis 3 jours. Donc, il a bien des signes fonctionnels urinaires, mais par contre, il n'a pas de fièvre et pas de douleur lombaire. Donc, pour le coup, c'est une cystite. Lui, il a comme antécédent un diabète de type 2 et on nous précise qu'il a été hospitalisé le mois dernier pour une pneumonie aiguë communautaire grave pour laquelle il a bien sûr reçu des antibiotiques. Là, pour cet épisode, il a un état général conservé, il n'a pas de fièvre, et on reprécise qu'il n'a pas de douleur à la palpation et il n'a pas de globe vésical, donc aucun signe de prostatite. Et pour le coup, si on reprend le diagramme du début, on est vraiment dans l'autre branche, sur la cystite aiguë, c'est donc fébrile.
Donc, quel traitement probabiliste on va pouvoir proposer? Là, les recos, elles nous disent qu'en cas de bonne tolérance, des signes cliniques ou de diagnostic douteux, on ne va pas prescrire l'antibiothérapie probabiliste. Et si vraiment les signes fonctionnels sont handicapants, on va prescrire de la phosphomycine ou de la nitrofurantoïne si le DFG le permet. Donc c'est 40 la limite pour la nitrofurantoïne. Donc ici, ce patient il n'a pas de signe de gravité particulier, donc on va plutôt temporiser l'antibiothérapie jusqu'à ce qu'on ait la documentation. Quel antibiogramme on a récupéré? C'est un Escherichia coli, ça c'est pas étonnant. Et par contre, il a une bêta-lactamase, donc c'est résistant à l'amoxicilline seule. Par contre, on récupère la sensibilité avec l'acide clavulanique. Et cette bêta-lactamase, a priori, elle hydrolyse aussi les céphalosporines de troisième génération, donc le cefixime et le ceftriaxone. Et donc ça nous pose la définition d'une BLSE, donc une bactérie multirésistante. Et on a souvent, dans ce cadre de bactéries, des résistances aussi au quinolone et au Bactrim. Mais par contre, coup de chance, on a une sensibilité conservée pour la phosphomycine, le nitrofurantoïne et le pygméthylinam, donc on va pouvoir les utiliser. Donc les recos, elles nous proposent en première intention, et ça va être par ordre alphabétique, donc par ordre alphabétique en fonction de la sensibilité bien sûr. Donc phosphomycine trométamol, nitrofurantoïne, pygméthylinam qu'on peut utiliser dans le non-fébrile, et le trimethoprim seul, donc c'est le delprime, je vous en redis deux mots juste après. Et en deuxième intention, ça va être l'amoxicilline, le Bactrim, qui est pour le coup à l'AMM, et l'augmentin. Et on nous précise bien dans ces recos qu'en cas d'infection à entérobactérie BLSE, les traitements préconisés vont être identiques à si on n'avait pas une BLSE, si la sensibilité est confirmée, bien sûr. Et donc pour ce monsieur, la sensibilité était conservée pour les 3 antibiotiques, donc vous pouvez utiliser n'importe lequel des 3, mais pas le trimethoprim, puisque c'était une souche résistante au sulfamide. Quelle place pour le trimethoprim? Donc, vous devez peut-être le voir un petit peu en officine, moins que le Bactrim, c'est sûr, mais pour rappel, il est de nouveau disponible depuis 2016. Il a l'AMM dans certaines cystites de la femme et il présente l'avantage d'avoir moins d'effets indésirables que le cotrimoxazole puisqu'on a enlevé le composé sulfamidé du médicament. Donc, comme chez la femme, on peut l'utiliser dans les cystites de l'homme, mais par contre, ça ne sera jamais en probabiliste parce qu'il y a 25% d'Escherichia coli qui sont résistants. Donc, comme on a a priori 40% de chance d'avoir un Escherichia coli, on va éviter. Et en plus, comme pour le Bactrim, l'efficacité elle est incertaine sur l'entérocoque. Donc là, dans ce cas-là, ça paraît une mauvaise idée d'utiliser en probabiliste. Et par contre, on peut l'utiliser si c'est documenté. Mais attention, il faut que la sensibilité à la fois du Bactrim et du trimethoprim ait été testée. Donc là, par exemple, juste en dessous, je vous ai mis 2 antibiogrammes. Le premier, on a testé que le Bactrim, donc on ne peut pas interpréter la sensibilité au trimethoprim, donc on ne va pas l'utiliser. Et par contre, si vous avez un antibiogramme qui se présente comme celui du dessous, avec le Bactrim sensible et le trimethoprim seul sensible, là on va pouvoir l'utiliser. Quelle durée de traitement? C'est les mêmes que pour les cystites compliquées de la femme. Donc si on met du phosphomycine trométamol, ça va être une monodose à J1, J3, J5, donc c'est 5 jours au total. Et pour tous les autres antibiotiques recommandés, c'est 7 jours. Pour les BLSE, c'est la même durée de traitement. Donc, on se rapproche des cystites de la femme, des cystites à risque de complications. Et bien sûr, les recos 2017 ne précisaient pas, puisque ça n'existait pas, c'était pas reconnu. Donc, on n'avait pas de recos. Pour rappel, les situations dans lesquelles on ne traite pas une infection urinaire, quand ce n'est pas une infection urinaire, donc le premier cas, c'est la colonisation urinaire. Donc, on ne doit pas la rechercher ni la traiter, sauf avant certains gestes et interventions urologiques. Bon, dans ce cadre-là, c'est recommandé. Et bien sûr, on précise que ce ne sont pas des signes cliniques d'infection urinaire masculine, une turbidité des urines, une odeur particulière nauséabonde, une hématurie macroscopique isolée ou une rétention aiguë d'urine isolée. Ça, si on n'a pas d'autres signes, on ne va pas considérer que c'est une infection urinaire. Et bien sûr, il y a la bactériurie de signification clinique indéterminée. Donc c'est une bactériurie avec des signes généraux, mais qui ne sont pas spécifiques d'une infection urinaire et qu'on va retrouver plus fréquemment chez les sujets âgés. Donc, en l'absence de signes de sepsis, on ne va pas prescrire l'antibiothérapie, on va juste faire une surveillance clinique. Un petit mot sur les antibiogrammes ciblés, vous en avez peut-être vu passer depuis l'année dernière, depuis 1 ou 2 ans. Donc les antibiogrammes ciblés, ça consiste à rendre uniquement une partie des résultats des antibiotiques qu'on teste, donc les laboratoires de ville testent, pour essayer d'épargner les antibiotiques critiques. Ça,
Pour faire ça, ils vont privilégier le rendu des molécules au spectre le plus étroit possible. Par exemple, un cyclogramme sur Escherichia coli ne va pas forcément vous rendre la sensibilité au fluoroquinolone, parce qu'on va considérer qu'il y a un spectre étroit possible avant d'utiliser l'équinolone. Et donc voilà, on veut éviter d'utiliser l'équinolone et les carbapénèmes en particulier. Pour ça, il y avait des recos qui sont sortis il y a 2 ans. C'était spécifiquement pour la population féminine. Et normalement, ça devrait être mis à jour pour inclure les infections urinaires masculines. Parce que ça ne va pas être les mêmes antibiotiques qui vont être rendus. En take-home message, donc ces nouvelles recos, la grande nouveauté, c'est que la cystite existe chez l'homme et que c'est une infection urinaire qui est non fébrile. Et que la durée de traitement d'une cystite est de 7 jours, sauf bien sûr si vous utilisez du monuril, auquel cas ça va être 5 jours. L'autre nouveauté, c'est que la diffusion des bêta-lactamines dans le compartiment intercellulaire de la prostate, elle est satisfaisante. Donc, on revient un peu sur l'idée qu'on ne pouvait pas les utiliser. On va pouvoir les utiliser. Et donc, on peut les utiliser en deuxième intention dans les prostatites. Et la durée de traitement, dans ce cas-là, ça va être 14 jours. On revient un peu aussi sur cette durée de traitement. Donc, l'intérêt de l'antibiogramme, il est fondamental dans les infections urinaires masculines. Et je pense que vous pouvez avoir un rôle à l'officine. Il faut bien vérifier que le patient soit traité de manière adéquate et favoriser, dans la mesure du possible, une désescalade vers un spectre plus étroit. Et mon dernier message, bien sûr, ça va être que l'antibiothérapie qui a le moins d'impact négatif, c'est celle qui ne va pas être prescrite ou délivrée. Donc, c'est important de bien diagnostiquer les infections urinaires. Voilà, merci pour votre attention. J'en ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions, je suis disponible, bien sûr. Alors, merci Renan. Pour les questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses avec le petit point d'interrogation, parce qu'on ne peut pas activer, sur ce format-là, on ne peut pas activer ni micro ni caméra, mais par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions et puis on y répondra à l'issue des présentations. Il y a un temps qui est assez large dédié aux questions, donc n'hésitez pas à questionner. Et puis là, je vous propose de passer le relais à Kevin Phalippon pour la suite. J'arrête mon partage. Hop. Merci. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Impeccable. Donc, moi, je voulais donc vous parler côté URPS, en effet, par rapport à ces nouvelles recommandations, les problèmes qu'on peut rencontrer au comptoir, notamment par rapport au sujet du remboursement. Donc, ce qui est bien qu'on ait vu avec les collègues, c'est que vous voyez que les recommandations, elles vont vite et que de voir une ordonnance, même de médecine générale ou d'infectiologie, avec ces nouvelles recommandations, ça permet aussi de se dire que, le praticien, il n'a pas fait n'importe quoi. C'est bien de se remettre à jour, et notamment, vous voyez, pour ceux qui ont appris, en effet, à la fac, même moi qui suis sorti il n'y a pas très très longtemps, que l'infection, que la cystite de l'homme, elle n'existe pas. On voit que les recos, elles évoluent toujours, et donc qu'il y a nécessité de se tenir informé. Alors, sur les nouvelles recommandations, alors j'ai mis ECNAM, mais c'est surtout de la prise en charge. On va regarder un peu ce qu'il en est. Donc, je voulais vous parler de la dichotomie en fait entre la recommandation et le remboursement. Alors, en fait, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, et je sais que c'est des questions qui remontent régulièrement dans les webinaires qu'on fait ou qui sont posées au CEPAM via le service médical, c'est qu'en gros, les recommandations, elles vont plus vite que l'administratif. C'est-à-dire qu'en gros, les recommandations HAS, voire même des fois les recommandations des sociétés savantes vont plus vite que ensuite la recommandation HAS de l'assurance maladie. Donc en fait, on a plusieurs mois qui s'écoulent entre la recommandation médicale officielle, comme on a pu le voir ici, même si là, sur certains sujets, même la l'HAS n'avait pas encore donné son feu vert officiel, et l'effectivité de la prise en charge par l'assurance maladie. Et on vous rappelle qu'en fait, cette effectivité, elle est faite par un décret du ministère de la Santé qui est publié au journal officiel, ou un arrêté, donc un texte de loi, et qui permet d'acter la prise en charge avec un certain taux d'ailleurs de remboursement pour l'indication et le médicament. Donc en fait, en résumé, si on veut faire une pointe d'humour, l'intendance ne suit pas sur cette question-là et c'est assez gênant, ça nous met en porte-à-faux vis-à-vis des patients. Alors,
Je voulais faire un comparatif par rapport à d'autres domaines, c'est sur la vaccination. Vous savez qu'avec la génération de la prise en charge de la vaccination sur le pneumocoque pour les plus de 65 ans, on a une recommandation de l'HS qui datait de décembre 2024 et vous voyez que le remboursement n'a été effectif qu'au 14 octobre 2025, donc assez récemment. Donc il s'est écoulé quand même de nombreux mois entre la recommandation officielle et la prise en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période-là, certes, c'était recommandé et indiqué, mais vous ne pouviez pas facturer à l'assurance maladie un vaccin pneumococcique en population générale de plus de 65 ans. Pour la vaccination du papillomavirus, c'est la même chose. Pour la nouvelle recommandation qui est sortie en mai 2025, donc un peu plus récemment, on sait qu'il n'y a pas pour le moment de remboursement à ce jour et donc on reste sur les anciennes règles, notamment ce qui est du ressort de l'âge chez la femme de 19 ans ou de chez l'homme dans une population particulière aux alentours de 26 ans. Alors, on voulait simplement vous rappeler, la règle, en fait, elle est simple. En gros, c'est hors AMM et NER non remboursé, mais ça, tout le monde le sait en pharmacie, c'est un peu notre dada. Je dirais qu'on est parfois même mieux informé, ou en tout cas plus vigilant que les prescripteurs sur cette règle-là. Mais vous savez très bien qu'il y a des situations qui sont diverses. Il y a des prescriptions qui sont très évidentes, qui sont faciles à identifier. Je prends à nouveau un autre exemple que l'infectio, la lidocaïne en gel oral pour un soin de plaie, qu'on voit quand même chez moi par exemple régulièrement, c'est non remboursé, c'est clair et net, c'est un gel oral, c'est pas pour venir en tartiner entre guillemets sur la plaie, alors du moins on le fait, mais il n'y a pas de remboursement car il est évident. Et après, on a des cas particuliers qui semblent être, comme je l'ai dit, du bon sens. On les a vus un peu avant avec les collègues, mais malheureusement qui peuvent ne pas être pris en charge par l'assurance maladie. Alors, on prend l'exemple d'un cas moi, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, homme, 82 ans, son à demeure, polymédiqué. Et en fait, il a des infections récidivantes, il est vu par un urologue, donc on a quand même un spécialiste qui est là. On a bien une prescription d'un antibiotique ce jour-là avec un antibiogramme, qui est d'ailleurs même présenté à la pharmacie parce qu'il l'avait, parce qu'il sortait de chez l'Infectio et devait présenter son résultat. Et on a une prescription de nitrofurantoïne parce que au bout d'un moment, l'urologue il commence à patauger. On a eu beaucoup de prescriptions d'antibiotiques et aujourd'hui, le germe qui est là est sensible. Eh ben, c'est hors AMM. En effet, je vous ai mis l'extrait du RCP que j'ai trouvé dans Teriac. Donc, le médicament est indiqué dans le traitement curatif des germes sensibles chez la femme adulte, l'adolescente et la petite fille à partir de 6 ans, et donc pas chez l'homme. Et donc, ainsi, on ne peut pas le passer au remboursement. Voilà. Alors, en conclusion sur cette partie des remboursements du ROCO et du hors-AMM, en gros, il faut être vigilant avec les hors-AMM pour le remboursement. Alors, vous avez vu les collègues à côté, ils vous ont mis les recommandations avec les hors-AMM. Donc, actuellement, c'est pas pris en charge par l'assurance maladie, même si c'est bon, entre guillemets, pour le patient. Donc, c'est sûr il y a un exercice important à faire de pédagogie et notamment de faire régler le patient parce que c'est le bon traitement au bon moment, qui est le mieux recommandé. Et bien entendu, si vous avez un problème d'accessibilité aux soins ici financier, il ne faut pas hésiter à revenir vers le prescripteur pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Donc, il faut être vigilant entre les différences de recours et de remboursement. Alors maintenant qu'on est prescripteur sur la vaccination, c'est des choses qui sont un peu plus ancrées chez nous, mais il faut quand même avoir ce réflexe-là de quand même parfois se demander si la recommandation suit bien le remboursement. Et puis, il faut jamais oublier quand même le bénéfice-risque. On sait que le pharmacien, c'est le dernier dispensateur de l'ordonnance et c'est aussi à lui, avec le patient et en dialogue avec le prescripteur, à décider dans le cadre où on serait dans quelque chose qui serait hors recommandation, si le rapport bénéfice-risque est favorable et si la délivrance peut se faire. Si le bénéfice-risque vous semble défavorable, dans le cas où on est hors recommandation, et dans ce cas-là, il faudrait engager un dialogue avec le prescripteur pour voir ce qu'il en est et avancer sur les possibilités qui s'ouvrent à vous. Alors, en fait, devant cette complexité un peu, on vous rappellera quand même quelques outils intéressants. Il y a les bases de données avec les RCP, Teriac, BCB, Vidal, qui, dans différents onglets, vous donneront à la fois les indications qui sont de l'AMM, mais aussi éventuellement les prises en charge, les remboursements avec les taux de remboursement. Ils sont présents notamment dans les renseignements administratifs des RCP. Et sont maintenant beaucoup mis à jour. Vous avez bien sûr les sites de l'Omédic, vous avez la HS, il y a le journal officiel. Vous pouvez taper maintenant assez facilement sur Google remboursement
vaccins pneumococciques, et ben, vous allez trouver les textes, s'il y en a, plutôt récents. Et puis, vous allez avoir des bases de données aussi qui sont dédiées à l'antibiothérapie ou à l'infectiologie, comme Antibioclick. Alors là, vous retrouverez non pas les prises en charge, les remboursements, mais par contre, vous pourrez trouver les dernières recommandations en fonction du cas de votre patient. Et vous pourrez retrouver également, notamment en fonction du type de patient, s'il est insuffisant rénal, si c'est un homme, si une femme, s'il est âgé, s'il est polypatho. Et donc, ils peuvent aussi vous orienter dans votre délivrance et dans votre exercice. Merci. Alors, n'hésitez toujours pas à poser vos questions sur le petit onglet questions-réponses. Alors, on en a quelques-unes déjà qui ont été posées. Alors, on peut peut-être revenir sur celles qui concernent le remboursement RAMM. Alors, je pense que la présentation a répondu un peu à la question. Donc, on est bien d'accord qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'antibiotiques remboursés dans la cystite chez l'homme. Voilà, donc bah, tout ce qui est entre guillemets, alors voilà, si ça concerne la cystite pure de l'homme, donc notamment la phosphomycine, par exemple, en effet, elle est pas prise en charge. Donc là, la conduite à tenir, ce serait plutôt soit de proposer au patient de payer son traitement, soit de se rapprocher du prescripteur pour voir si quelque chose d'autre ne peut pas être proposé. C'est ça. Ok. Alors, c'est un peu du bricolage des fois, c'est-à-dire que c'est sûr que vous avez vu notamment qu'il y a certains antibiotiques qui sont hors AMM dans cette indication-là, mais qui peuvent être prescrits chez l'homme. On a pu voir par exemple le cas de la ceftriaxone, et alors, qui peut être prescrit pour une toute autre pathologie. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, forcément, ça sera plus facile à délivrer, même si c'est hors AMM, parce qu'on n'a pas forcément le contexte sur l'ordonnance. Par contre, si c'est franc comme de la phosphomycine sur une ordonnance pour un homme, avec un J1, J3, J5 si je me rappelle, eh ben là clairement on est sur quelque chose qui ne peut pas être pris en charge par l'assurance maladie et qui expose le pharmacien à un risque d'indu et qui sera difficile à contester, voire peu contestable. Parce qu'en fait, les caisses d'assurance maladie, malgré les recommandations en cours, alors, il peut y avoir une tolérance, mais malheureusement, souvent, elles appliquent stricto sensu le texte de loi qui dit qu'il n'y a pas de remboursement et donc il n'y aura pas de remboursement. Alors, sur les antibiotiques qui coûtent peu cher, comme de la phosphomycine, ça peut être acceptable pour le patient. Certains antibiotiques peuvent avoir un coût plus important pour le patient. Et donc là, en effet, il faut engager un dialogue. Très bien. On a également une question alors autour des derniers take-home messages sur la présentation précédente. Désolé, je ne comprends pas très bien le dernier take-home message. Alors peut-être est-ce qu'on peut revenir, Je vais le remettre. ouais, revenir dessus. Et je pense qu'il y a une question qui est en lien, c'est pourquoi pas un seul monuril? Alors, partager. Tchouk. Vous voyez mon écran normalement? Voilà. Alors, mon dernier take-home message, c'était celui-là, c'était que l'antibiothérapie qui a le moins d'impact négatif, sous-entendu en termes de résistance et d'effets indésirables, c'est bien sûr celle qui n'est pas prescrite. C'est un sous-entendu qu'on a quand même l'impression qu'il y a pas mal d'antibiothérapies qui sont initiées sur des symptomatologies qui ne sont pas des infections urinaires. Voilà, donc il faut bien faire attention. Je sais que peut-être qu'à l'officine, on n'a pas tout à fait toutes les infos du diagnostic. Il faut bien s'assurer que ça soit bien une infection déjà avant de traiter par antibiotiques. C'était ça le sens du message. Ok. Et on a aussi une interrogation. Alors pourquoi pas un seul monuril? Alors, Alors sur la cystite, j'imagine. ouais. Alors Philippe, tu me corrigeras, mais il me semble que premièrement, on n'a pas beaucoup d'études spécifiquement chez l'homme la phosphomycine et du coup, c'est collé sur les recos des cystites à risque de complications de la femme. Voilà, c'est pour ça l'intérêt. Et la phospho, pour les prostatites, c'est tous les jours. C'est pas le J1, J3, J5, c'est tous les jours. C'est pour avoir une meilleure pénétration dans la prostate. Ok. On a à nouveau des questions sur le remboursement. Donc là, c'est plutôt
c'est plutôt de savoir si finalement il y a quelque chose qui est fait pour favoriser l'accès au remboursement de ces traitements, alors quelque chose qui est fait soit par l'URPS, soit par le CRATB, soit par les OMEDIT, pour essayer de travailler un petit peu sur ces dossiers de remboursement, puisqu'il est quand même, comme c'est mentionné en commentaire, plutôt probable que les indications elles-mêmes n'évoluent pas spécialement sur ce type de molécules et que finalement, il n'y ait jamais réellement de remboursement qui soit octroyé dans ces indications. Oui, je ne sais pas, en fait, c'est pas une histoire, je lis, les labos ne font pas d'études d'élargissement. Alors en effet, parce qu'en fait, souvent on est sur quand même des vieilles molécules, hein, il n'y a pas beaucoup d'innovation là en ce moment. Donc en fait, personne, y compris sur des molécules qui sont génériquées à 95%, il n'y aura pas d'études qui seront faites. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'en effet, alors nous on travaille à l'URPS et on a rencontré l'échelon régional de l'assurance maladie pour travailler à l'accélération entre guillemets, du calendrier administratif, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une nouvelle recommandation, elle puisse assez rapidement rentrer dans le champ commun du droit et bénéficier d'un remboursement. En gros, on voudrait tendre vers quoi tous autant qu'on est? Alors c'est un peu fou que ça soit pas le cas, mais bon, on est un pays très administré, puis il y a du juridique derrière, mais c'est que lorsqu'il y a une recommandation, il puisse immédiatement, entre guillemets, il y a alors, une recommandation, bien entendu, validée, mais notamment par la Haute Autorité de Santé, que rapidement il puisse y avoir un élargissement de la prise en charge et du remboursement. Voilà. Et que ça traîne plus comme on a encore. Aujourd'hui, on a encore des recommandations du calendrier vaccinal qui sont toujours pas pris en charge. Et d'autant que lorsque il est vrai que ce sont des produits récents qui peuvent être coûteux, il peut y avoir une négociation qui doit se faire avec notamment le CEPS. Donc on a sur certaines vaccinations comme le VRS pour des plus de 75 ans, une négociation qui se fait, mais sur des médicaments extrêmement matures qui sont assez peu coûteux en termes de délivrance pour une unité, on peut prendre la phosphomycine comme exemple, il est clair et net qu'il n'est pas acceptable qu'on attende des mois entre une recommandation de la HAS et puis derrière un remboursement effectif par l'assurance maladie. Voilà. Bon, là, j'ai cru comprendre qu'en effet aussi, il y a à un moment donné des sociétés savantes qui recommandent quelque chose, il faut qu'en effet la HAS s'en saisisse rapidement, puis ensuite le ministère pour qu'on puisse avoir ces recommandations rapidement aussi. Voilà. Donc, et on travaille aussi au fait que ça serait bien que les prescripteurs mentionnent aussi quand. Alors, c'est moins leur sujet, mais chez nous, c'est un sujet majeur. On aimerait bien que. C'est vrai que le OMM, on en voit extrêmement peu. Et ça serait bien que les spécialistes et les généralistes qui prescrivent ça, alors qu'il n'y a pas encore de texte en vigueur, ils puissent le préciser, histoire de ne pas déjà de faire de la pédagogie auprès du patient le plus en amont possible, et derrière d'éviter de mettre le pharmacien en porte-à-faux avec son patient, parce que on l'a tous vécu, c'est extrêmement embêtant quand un patient nous dit c'est le médecin qui l'a mis, vous voulez pas me délivrer avec une prise en charge, vous voulez pas que je sois soigné. Ça c'est des choses qui sont extrêmement désagréables et d'essayer de faire comprendre une histoire de prise en charge à un patient qui est malade, c'est quand même plutôt délicat. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sur le chat, donc n'hésitez pas dans les quelques minutes qui restent s'il y a des choses en suspens. Peut-être juste une question pour nos collègues qui sont plus spécialistes en infectio. Chez la femme enceinte, pour avoir fait une conférence avec des infectiologues, la femme tout court, pas enceinte, pardon, on parle souvent notamment pour ceux qui récidivent, de la chasse d'eau, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas toujours nécessaire de mettre une antibiothérapie pour des symptômes qui sont, alors soit des femmes qui sont aussi symptomatiques, soit qui ont vraiment une récidive et à qui on demande de forcer vraiment une diurèse. Est-ce que chez l'homme, on a ce type de recommandation aussi parfois chez les hommes qui vont récidiver sur des systèmes simples? Alors, je vais peut-être. Vous m'entendez là, ça va? Oui, oui, très bien. Oui, ok. Renan, je peux prendre la parole? Juste pour vous répondre à la Avec question. plaisir.
Ok. Dans les recommandations qui vont sortir là sur les infections urinaires masculines, va être proposé le bilan minimum à faire devant toute infection urinaire masculine, parce qu'en fait, même pour une cystite, on considère que ça n'est pas normal pour un homme de faire ce type d'infection. Et donc, il y aura un bilan qui devrait être réalisé avec, en fonction de ce bilan, la nécessité d'adresser le patient à l'urologue. Donc, c'est une façon indirecte de vous répondre, c'est-à-dire qu'on fera de toute façon un minimum de bilan pour essayer de trouver la cause, parce qu'en général, un homme qui fait une infection urinaire, il a une cause locale qu'il faut prendre en charge. Voilà. Et alors, pour revenir sur l'autre chose que j'ai pas relevée, mais quand vous parliez que pour le remboursement, la nécessité de saisir la HAS, etc., effectivement, c'est tout à fait nécessaire. Faut pas perdre de vue que entre le moment où une société savante se met en lien avec la HAS pour faire valider une recommandation par la HAS, ça se fait pas en 15 jours. Le délai est assez long et donc ça sera quand même une problématique qui va persister, je pense, cette histoire de décalage entre les recommandations et les remboursements. Merci. Après, j'imagine qu'il y a aussi un peu de temps pour que les recommandations diffusent aussi sur tous les prescripteurs. Donc, c'est vrai que ça, voilà, bon, ça remplace pas le décalage avec l'AHS, mais je pense qu'à partir du moment où les recommandations sont sorties, ça met aussi un peu de temps avant d'être appliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas, je ne vois pas d'autres questions. Eh ben, je réactualise pour voir. Non, on n'a pas d'autres questions. Donc peut-être que on peut en rester là pour ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Eh ben, je remercie tous les intervenants pour leur participation, pour leur présentation. Le webinaire il sera disponible en replay sur l'ensemble des chaînes. Peut-être une question qui arrive. Pas vraiment une question, un remerciement plutôt. Donc le webinaire il sera disponible sur l'ensemble des plateformes URPS, RATB et Omedit. Donc vous pourrez le revisionner à tête reposée. Et puis en l'absence de nouvelles questions, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au journée, revoir. au revoir. Au revoir. Merci.